Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le Maroc saisit le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies. Le Royaume condamne les violations et les provocations du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, ainsi qu'à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Commémoration du 75e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance. Le 11 janvier 1944, une date importante et une étape cruciale dans l'histoire contemporaine du Maroc. Soulagement chez les commerçants après l'annonce par le gouvernement de la suspension de la facturation informatique. Reportage dans cette édition au quartier de Darb Omar à Casablanca. À l'approche des célébrations du Nouvel An Amazigh, des activités culturelles sont organisées pour accueillir l'année 2969. Exemple à Agadir avec un défilé de mode célébrant la diversité des costumes traditionnels amazighs. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc saisit le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies. Le Royaume condamne les violations et les provocations du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, ainsi qu'à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Une position exprimée dans 2 lettres adressées aux institutions onusiennes par le représentant permanent du Maroc à l'ONU. Les explications avec Amina Ben Khalq. Une nouvelle réaction ferme du Maroc face aux provocations du Polisario. Le Polisario qui persiste dans ses violations dans la zone tampon de Guerguerat et à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Des agissements vivement condamnés par Omar Hilal dans 2 lettres soumises au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies. Preuve à l'appui, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU pointe du doigt plusieurs provocations qui ont eu lieu les 6, 7 et 8 janvier 2019. 3 jours durant lesquels les milices armées du Polisario ont organisé des manœuvres militaires et des exercices de combat avec des équipements lourds et des munitions réelles dans la localité de Mheriz. Ils ont également déplacé une soi-disant structure administrative dans cette même localité puis déployé 2 véhicules militaires dans la zone tampon de Guerguerat. Des violations flagrantes des dispositions de la résolution 2414 du 27 avril 2018 qui a pourtant sommé le Polisario de se retirer immédiatement de cette zone. C'est pour cette raison qu'Omar Hilal a averti le secrétaire général et le Conseil de sécurité que le Maroc ne saurait tolérer la récurrence de ces provocations. Il a également appelé Antonio Guterres et son envoyé personnel au même titre que la MINURSO à condamner ces actes. Après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour examiner la situation dans ce pays d'Afrique centrale. L'opposant Félix Tshisekedi a remporté un scrutin qualifié d'historique, mais la situation reste tendue. 8 personnes ont été tuées dans des affrontements au cours des dernières 24 heures. La commission électorale congolaise demande à l'ONU de soutenir les nouvelles autorités élues. Amina Ben Khalq. Bain de foule à Kinshasa pour Martin Fayoulou. Il affiche non seulement son optimisme mais aussi sa volonté d'agir. Le deuxième candidat de l'opposition donné perdant au présidentiel a décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Un rebondissement qui accentue les tensions dans la rue congolaise entre les soutiens de Fayoulou et ceux de Félix Tshisekedi, surnommé Fati, et donné pour l'instant gagnant. Fati a démontré que dans toute l'étendue de la République, c'est lui qui a battu les élections. Il les a battues copieusement. Il n'y a pas eu une autre personne qui a battu Fati. La ville est paralysée. Tout le monde n'est pas en mouvement. Et nous constatons qu'il y a un groupe de gens qui se sont isolés quelque part pour se réjouir des résultats qui ne sont pas du tout conformes aux urnes. Dès l'annonce de la victoire provisoire de Tshisekedi, des violences ont éclaté, notamment dans les régions d'origine des 2 candidats, ce qui a provoqué la mort de 8 personnes, dont 5 civils et 3 miliciens. L'ONU appelle au calme. Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à bannir les violences et à régler tout contentieux électoral éventuel par les mécanismes institutionnels établis conformément à la Constitution et aux lois électorales. Si la Cour constitutionnelle confirme les résultats annoncés par la commission électorale, ce sera à Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, de succéder à Joseph Kabila. Mais rien n'est encore sûr. Au Soudan, dans la capitale Khartoum, les policiers anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants. Le pays connaît des manifestations depuis le 19 décembre dernier, date de l'annonce d'une hausse du prix du pain. Selon un bilan officiel, 22 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement. De nouveaux rassemblements sont prévus dans les prochains jours.
La coalition dirigée par les États-Unis annonce le début de son retrait de Syrie. Un désengagement annoncé par le président américain Donald Trump il y a moins d'un mois. Il avait justifié le retrait de 2000 soldats américains de Syrie en affirmant que l'organisation terroriste État islamique avait été vaincue. En Algérie, l'épidémie de fièvre afteuse se propage selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Selon cette organisation intergouvernementale basée à Paris et chargée d'améliorer la santé animale dans le monde, 87 foyers de fièvre afteuse touchant le cheptel bovin ont été déclarés en Algérie depuis le 22 juin 2018. Autre épidémie menaçant le cheptel algérien, la peste des petits ruminants qui décime des milliers d'ovins à travers l'Algérie où les éleveurs attendent l'arrivée d'un vaccin. Au Maroc, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires annonce que des mesures de lutte ont été prises pour éviter tout risque de propagation de la fièvre afteuse dont la présence a été confirmée dans une exploitation à Frey Ben Salah. Il s'agit notamment de l'abattage et la destruction de tous les bovins et ovins de l'exploitation. Le nettoyage et la désinfection de l'exploitation sont également prévus. Ces mesures prévoient aussi le renforcement de la surveillance sanitaire du cheptel au niveau national. En raison de la vague de froid et des intempéries, de nombreuses embarcations de pêche sont restées à quai au port d'Essaouira. Résultat, le prix du poisson flambe sur les étals, une période délicate pour les professionnels du secteur. Reportage Younes Bah, le récit est de Salima Benabou. 90 dirhams le kilo de crevettes contre 65 en temps normal. C'est 15 dirhams de plus que d'habitude. Ce poissonnier n'a pas eu le choix, il a dû augmenter ses prix. J'achète 16 kilos de crevettes. 16 kilos à 65 dirhams le kilo. Hier, j'ai dû le revendre 80, aujourd'hui 70 dirhams. Et au compte-gouttes, 300 grammes, 500 grammes par là. Des poissons chers parce qu'ils sont rares. Beaucoup de bateaux sont restés à quai à cause des conditions climatiques difficiles. Seules quelques sorties en mer ont été possibles ces derniers jours. Cela fait 3 jours environ que le prix du poisson augmente. Les rares pêcheurs en mer préfèrent pêcher le poulpe, plus attractif pour son prix. Résultat, il y a moins de diversité et c'est pour cette raison que les prix flambent. Des prix un peu plus élevés certes, mais qui ne semblent pas surprendre les clients sur le marché aux poissons d'Essaouira. Par rapport à Mohammedia, les prix restent raisonnables. Pour ce qui est de la qualité, je n'ai pas encore goûté. Certains professionnels évoquent une chute de leur chiffre d'affaires d'environ 30% à chaque épisode de grand froid. 24 heures après la décision du gouvernement de suspendre l'application de la facturation informatique, les commerçants expriment leur soulagement avant les rendez-vous prévus la semaine prochaine avec la Direction générale des impôts, puis au ministère du Commerce et de l'Industrie. Reportage au quartier d'Arb Omar à Casablanca de Hassan Lohmadi et Amin Haddou, le récit est de Rachid Hallaoui. L'inquiétude a laissé place au soulagement ce matin. Les commerçants de Darb Omar sont plus sereins depuis la décision du gouvernement d'ajourner l'application de la facturation électronique. Les commerçants et grossistes souhaitent plus de pédagogie et surtout de sensibilisation. Payer ses impôts, c'est un devoir. On ne peut pas y échapper. Mais il faut que les promoteurs du nouveau système informatique soient rationnels et qu'ils sensibilisent les commerçants sur leurs devoirs et sur leurs droits. L'exécutif a rappelé que les négociants et petits commerçants ne sont pas concernés par cette mesure. Aucune disposition ne sera appliquée tant qu'un accord ne sera pas trouvé entre l'ensemble des parties. Nous rassurons les commerçants. Le ministre de l'économie et des finances a donné des directives à la Direction générale des impôts pour suspendre l'application de la mesure jusqu'à l'ouverture d'un dialogue avec les commerçants pour aboutir à un consensus. La Direction générale des impôts rencontrera lundi 14 janvier les représentants des commerçants. Une deuxième rencontre est prévue 48 heures plus tard au siège du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'était il y a 75 ans, jour pour jour, le 11 janvier 1944. La présentation du manifeste de l'indépendance marque une étape décisive de l'histoire contemporaine du Maroc. Et c'est dans la ville de Fès qu'a été signé le manifeste, plus précisément à Dar Mkwar, un lieu hautement symbolique où le parti de l'Istiqlal a commémoré aujourd'hui cet événement historique. Reportage Sarah Jabri et Driss El Kouhen.
C'est un document qui porte la signature de 67 nationalistes qui avaient pris l'initiative de revendiquer la décolonisation et réclamer un Maroc libre et indépendant. Il y a 75 ans, jour pour jour, le mouvement national a présenté le manifeste de l'indépendance au sultan Sidi Mohamed Ben Youssef. C'est une étape charnière dans la lutte pour l'indépendance et la liberté. C'est aussi pour nous une occasion de jeter les bases d'un nouveau contrat social. Nous sommes tenus de transmettre les valeurs de cet événement aux générations montantes pour qu'elles puissent s'imprégner de cet héritage culturel. En plein cœur de la Médina de Fès se trouve Dar Mkwar, la propriété de feu Ahmed Mkwar, premier signataire du manifeste de l'indépendance. C'est dans cette ancienne demeure que se donnaient rendez-vous les membres du mouvement de la résistance nationale pour unir leur action contre le mouvement colonial. Après rédaction, mon père est allé à Casablanca avec le manifeste. J'étais moi-même au lycée Lyoté de Casablanca et il m'a demandé de l'accompagner. Il m'a dit, je voudrais la pompe de la bicyclette. Je lui ai donné la pompe de la bicyclette, il a pris le manifeste, il l'a mis dans la pompe de la bicyclette. Il m'a dit, maintenant tu vas me suivre. Mon grand-père a été un grand fervent donc de cette indépendance et donc on est très fiers donc de le 11 janvier pour nous c'est un jour très important, c'est une fête pour nous, on le célèbre fièrement et dignement. Dar Mkwar est un symbole de la lutte nationale et des valeurs de la résistance. Depuis l'indépendance, cette maison qui raconte un pan de l'histoire du royaume réunit chaque année le 11 janvier la famille de la résistance. Et à l'occasion de la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 783 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. La date historique du 11 janvier a été retenue pour la dénomination de rues et écoles à travers le pays, et cela depuis plusieurs années, une manière de commémorer cette étape de la lutte pour l'indépendance. C'est le cas notamment à Casablanca. Reportage Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rachid Hallaoui. La mémoire est aussi racontée à travers des rues et des écoles. C'est le cas dans plusieurs villes du royaume où de grands boulevards ont été rebaptisés en janvier. Des témoignages vivants qui rendent hommage à ceux qui ont honoré la nation par leur engagement. Avant l'indépendance, ce boulevard s'appelait Général Leclerc. C'était une période qui était à cheval entre le protectorat et l'indépendance du pays. Il s'agissait d'immortaliser l'événement. Ces dernières années, des noms de rues à connotation coloniale ont cédé le pas à ceux de grands résistants qui ont marqué l'histoire. Une démarche initiée par les pouvoirs publics et appréciée par les citoyens. C'est très bien d'attribuer des noms de rues en fonction d'événements historiques, pour honorer ceux qui ont consenti des sacrifices. Je trouve ça bien de nommer des boulevards en fonction des événements historiques. Parfois, il y a des dénominations qui n'ont aucun sens. J'espère que cela va être généralisé à d'autres boulevards. La capitale économique compte un boulevard et 4 écoles baptisées en janvier. Casablanca n'est pas la seule ville où l'histoire est racontée à travers des places et des sites. La région de Bin El Khnefra compte pas moins de 27 établissements scolaires faisant référence au 11 janvier 1944. Un mot à présent sur cette mise au point du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui dément catégoriquement dans un communiqué une information selon laquelle un manuel scolaire agréé compterait une carte ne contenant pas le nom de la Palestine. Le ministère a réagi à des informations à ce sujet relayées par des sites électroniques ainsi que sur les réseaux sociaux. À l'approche des célébrations du Nouvel An Amazigh de 1969, de nombreuses activités sont organisées, comme ce défilé de mode à Agadir, une soirée célébrant la diversité et la richesse des costumes traditionnels amazigh. Reportage Hossein Ouzig et Rachid Latfi, le récit est de Salima Benabou. Comme le veut la tradition, la femme amazigh est couverte de bijoux. Les motifs berbères présents sur les tissus font également partie intégrante de ce patrimoine. Invités à partager leur savoir-faire à l'occasion du Nouvel An amazigh, une dizaine de créateurs ont fait revivre au public ses coutumes et traditions.
Le caftan est la tenue par excellence de la femme amazigh. Ce vêtement a beaucoup évolué au fil du temps et je tenais à réaliser plusieurs créations pour illustrer ce vêtement dans toute sa diversité. C'est un héritage ancestral qu'il faut bien entendu préserver, mais cela ne m'a pas empêché de combiner des coupes traditionnelles avec des touches plus modernes pour trancher avec ce que les femmes portaient auparavant. À l'origine de ces festivités, l'association Amour de la Terre, soucieuse de préserver ce patrimoine qui constitue un pan important de la culture et l'identité amazigh. La tenue amazigh est très singulière et ce qui la caractérise, notamment, c'est le port de plusieurs bijoux, notamment les fibules, les bijoux de tête assez imposants. À l'occasion du Nouvel An, nous souhaitons les faire découvrir afin que ce patrimoine soit préservé. Les festivités se poursuivront jusqu'à dimanche soir, nuit de Inayal. De quoi découvrir la formidable diversité de ces coutumes qui racontent la culture amazigh. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le Maroc saisit le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies. Le Royaume condamne les violations et les provocations du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, ainsi qu'à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain. Une position exprimée dans 2 lettres adressées aux institutions onusiennes par le représentant permanent du Maroc à l'ONU. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2N.